Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième rencontre en fait X-Novation Talk dédiée aux acteurs de l'innovation et organisée donc par la direction de l'école polytechnique, la direction de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'école polytechnique. Donc je suis Mathilde Pruvot et je suis rattachée au pôle communication de cette direction. Donc aujourd'hui, nous allons aborder en fait le sujet de la robotique agricole et de ses enjeux, donc notamment en termes de performance technologique, économique, en termes de sécurité, de normes, en termes d'enjeux environnementaux, sociétaux, culturels, en termes de rapport donc machine, robot, homme. Et donc, pour investir ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir trois experts donc, que je vais vous présenter. Donc, trois experts au profil très complémentaire. Donc, dans un premier temps, Olivier Leblinvaux, donc, qui va intervenir, enfin, qui se présentera en premier tout à l'heure, donc, qui est cofondateur de Néopharm et alumni de l'école polytechnique et qui propose un dispositif de ferme technologique dédié à la culture maraîchère, biologique, avec notamment donc l'exploitation d'un robot portique porte-outils. Donc en deuxième invité expert, nous avons Stéphane Durand, qui est responsable de projets robotiques agricoles au sein de Robagri, qui est en fait une association représentative de la filière de la robotique agricole française et donc qui réunit start-up, industriels, laboratoires de recherche, pôles d'enseignement et pôles de compétitivité pour travailler ensemble donc au service de l'innovation donc en la matière et de ses utilisateurs au niveau national et puis européen, international. Et donc, en troisième invité, nous avons Roland Lenain, qui est chargé de recherche à l'INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et qui est aussi lié à l'association Robagri, puisqu'il est président du conseil scientifique au sein de cette structure. Voilà, donc je vous remercie grandement de votre présence aujourd'hui avec nous. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous diffuser une courte vidéo en fait, qui évoque les différents programmes de la direction d'entrepreneuriat et de l'innovation, donc à destination donc ce sont des programmes en fait, à destination de profils très variés, comme des porteurs de projets, des startups, des entreprises plus matures, des corporates, des étudiants, étudiants entrepreneurs, chercheurs, chercheurs entrepreneurs. Donc vous allez voir, je vous la diffuse, elle dure 4 minutes à peu près, et puis après on se retrouve et puis on commencera les différentes présentation de chacun de nos intervenants. Donc voilà, donc, ne bougez pas, je la diffuse. Welcome to the Drei X Novation Centre. Located in the heart of the campus, it is a 5,000 square meters building dedicated to innovation and entrepreneurship. Let's begin with XUP, the incubator of the Drei X. XUP is an intensive training program over 6 months that's aimed at supporting early-stage deep tech startups. We have more than 40 workshops and we have one coach per startup that supports our businessmen to develop very fast their project during the acceleration program. We have also 40 workshops on different areas like technology, business, sales and marketing, and communication. XUP, it's not a program for students, but in any case, we would like to facilitate the exchange between students and startups. For this reason, we organize several meetings between students and startups. We offer the possibility to make internships at startups, and even during the second year of the education path of our students, we offer the opportunity to work on the technical subject proposed by our startups. The XUP program is a great opportunity for entrepreneurs to grow their idea into a fully grown company. Take SpaceSense, for example. We are the two co-founders of SpaceSense. At SpaceSense, we bring insights from satellite imagery available to everyone with the help of artificial intelligence. We use space data for Earth to help in agriculture, environment, climate change, and also for governments to make efficient policies. And we joined the incubator of École Polytechnique after being here students as
in the Master of Entrepreneurship, and it really helped us improve our product, and it also gave us a very good access to the Spatial Student Center, which was very beneficial for us. And now, thanks to the support, we have raised funds and we are hiring our first employees. But the DRAX isn't only about early deep tech startups. Maybe you're a more mature company and you want to be part of the Plateau de Saclay International Scientific and Innovation Hub. Then you could be part of X-Tech. And there is more. Whatever you need, there is a program for you in the DRAX Innovation Center. You'll be taken care of every step of the way. Let's say you want to build a prototype. You can do that too with XFAB. XFAB is a prototyping space specialized in digital fabrication, thanks to more than 30 numerically controlled machines. It is also certified as Fab Lab. This nurturing, interdisciplinary environment is able to host and support a wide variety of projects, expanding the reach of practical trainings, bringing awareness to Industry 4.0, manufacturing and design challenges is what this place can bring to teaching. With our team of experts and with our partners, we ignite, we ship and support hardware entrepreneurship. So, come and join us. If you are a researcher, it is a place not so far from the lab where you can try something different after your thesis. Je suis Romain Labbé, président fondateur de Feeling. Donc, Feeling est une entreprise spécialisée en mesures de force pour le sport, notamment le sport de haut niveau, pour tout ce qui est prévention de blessures et mesures de performance. Et notre entreprise est partie de nos thèses que j'ai fait avec mon associé au LADIX, donc au laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique, où nous travaillions à l'époque sur la physique de l'aviron et où ensuite nous avons continué à développer toutes les thématiques de mesures de force dans notre entreprise. Feeling est basé à l'école polytechnique au sein de la pépinière d'entreprise. The DRAX Innovation Center is a key component of the Polytechnic campus. It is a place where you can grow your ideas, come for an internship, learn to build things, hire or be hired. We can't wait to meet you and make your projects a reality. Voilà, merci de votre attention. Alors, il y a un dernier programme qui n'a pas été évoqué, je vous en parle très rapidement, c'est le programme X-Corporate, qui est un programme d'excubation d'entreprises grands comptes dans le cadre de leur processus d'accélération de l'innovation. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Olivier Leblinvaux, juste pour vous dire que vous pouvez poser vos questions dès maintenant, en fait, dans le petit onglet questions et réponses. Et puis, on répondra après la présentation de chacun avec plaisir. Voilà, je vous laisse la parole, Olivier. Merci. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette introduction. Alors, effectivement, pendant que je partage mon écran, peut-être vous présenter un petit peu, vous dire un peu qui je suis. J'ai la chance d'être alumni de l'école. J'ai fait partie de la promotion 2006 et à l'époque, j'avais suivi les premiers cursus d'entrepreneuriat animé par Bruno Martino. Et donc, c'est avec plaisir que je partage aujourd'hui une partie de mes activités d'entrepreneur et notamment liées à la robotique agricole autour de Neopharm. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, tout à fait. Voilà, je vais vous présenter assez rapidement et succinctement notre activité au sein de Neopharm parce qu'effectivement, ça combine intelligemment, à notre sens, la robotique agricole avec un enjeu sociétal important aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu de contexte, ce qui nous a poussé à lancer Neopharm, c'est l'idée de pouvoir construire des exploitations maraîchères, donc de la production de fruits et légumes bio, locaux, qui soient clés en main pour certaines collectivités ou agriculteurs et qui permettent de produire efficacement, c'est-à-dire de façon rentable et durable, des fruits et légumes en améliorant l'environnement dans lequel on produit. Ce qui est un véritable enjeu. Alors, on n'aura pas forcément le temps de tout parcourir, mais je vais vous donner les grandes lignes et surtout finir sur quel est l'aspect robotique intéressant à partager aujourd'hui. D'accord. Alors, notre modèle combine deux choses. En fait, il s'appuie sur deux piliers, l'agroécologie et la technologie. Pourquoi l'agroécologie? Parce que, selon nous, c'est une bonne réponse à certains enjeux de l'agriculture.
Donc l'agroécologie, on pourrait en parler pendant quelques heures, mais on va y faire très synthétique. Ça permet plusieurs choses. C'est quelque part un ensemble de techniques agricoles qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui ont aujourd'hui un regain de documentation ou d'intérêt autour de ces pratiques, parce qu'elles permettent notamment d'améliorer la qualité du sol, de préserver la biodiversité, d'améliorer la qualité de l'environnement de travail pour les techniciens agricoles ou pour les responsables sur site ou pour toutes les personnes qui sont amenées à travailler ou à être présentes sur un site agricole, ce qui n'est pas négligeable. Ça permet d'être relativement indépendant des énergies fossiles, notamment parce qu'il n'y a pas de recours aux engrais de synthèse ou à la chimie de synthèse. Et ça permet surtout d'avoir des rendements agricoles extrêmement élevés et aussi également de séquestrer du carbone. Tout ça, c'est ce qui est un des points de départ pour nous pour choisir ces pratiques comme un bon point de départ de méthode de production agricole. Néanmoins, un des enjeux, et on va y revenir, c'est que ces méthodes de production nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Or, la main-d'œuvre agricole, c'est quelque chose dont on manque cruellement dans nos régions. Donc, en soi, selon nous, en tout cas, ça n'apporte pas une réponse suffisamment durable au problème de la résilience alimentaire. C'est pour ça qu'on adjoint à ce pilier agroécologique la technologie. Et on y reviendra précisément, mais concrètement, l'agroécologie, c'est un modèle agricole très consommateur en temps de travail et qui est physiquement assez pénible. Donc, du coup, il n'est pas toujours économiquement viable. La technologie, que ce soit la robotique ou la digitalisation de façon plus large, ça permet de réaliser des gains de temps sur des tâches maraîchères et ça améliore la rentabilité des exploitations maraîchères et donc leur durabilité. Et la technologie, elle permet également de réduire la pénibilité du travail, ce qui rend le modèle beaucoup plus attractif pour tous les acteurs, notamment les techniciens agricoles, les responsables d'exploitation, qui ont besoin de travailler sur ces exploitations aujourd'hui et demain. Donc, on continue à produire des fruits et légumes chez nous, ou en tout cas pas loin de là où on les consomme. Concrètement, qu'est-ce que c'est une exploitation néo-farm? C'est une exploitation à taille humaine, c'est-à-dire que nos exploitations, elles font de l'ordre de 1 à 2 hectares de parcelles. Donc, l'occupation totale des sols, c'est à peu près ça. Vous voyez que c'est un ensemble on retrouve les éléments de l'agroécologie avec un ensemble paysager qui inclut des jardins extérieurs, des vergers, des zones de biodiversité, des mares, qui sont en fait des concepts qu'on retrouve dans beaucoup de modèles en agroécologie, qui ne sont pas là uniquement pour faire joli, même si c'est important, ils sont surtout là pour maintenir et garantir une fertilité des sols à long terme et un bon équilibre des cycles naturels, cycle de l'eau, cycle de l'azote et des services écosystémiques. On ajoute à ça, notre innovation, c'est d'ajouter à cet ensemble-là des systèmes innovants, on va y revenir, mais typiquement un robot qui est une forme de portique, des outils propres à l'usage de ce portique et une suite logicielle qui permet notamment de piloter ces robots, mais aussi de piloter l'ensemble de la gestion d'une exploitation. Le tout permet d'avoir un modèle économique relativement solide qui permet du coup d'envisager le déploiement d'une telle exploitation et de plusieurs de ces exploitations dans les années à venir. Donc, vous l'avez compris, nos deux piliers, c'est l'agroécologie et la technologie. Et ce qui est très important, c'est qu'à ces deux piliers sont assortis 2 objectifs assez clairs. L'agroécologie permet d'atteindre un rendement, donc une production réellement vendue au mètre carré, qui est de l'ordre chez nous, de 50 € par mètre carré par an, ce qui est assez élevé. Et ça, cette productivité-là, elle est garantie, en tout cas, elle repose sur les principes de l'agroécologie. La technologie qui nous permet de réaliser des gains de temps et de la réduction de pénibilité, c'est ce qui permet de réaliser cette production avec, entre guillemets, seulement l'équivalent de 0,6 équivalent temps plein pour 1000 mètres carrés cultivés. Et c'est très important pour nous, et je pense de partager ça dans le développement qui nous a conduit sur différentes étapes du chemin de développement robotique, c'est qu'à chaque fois qu'on imagine un prototype de robot, de nouvel outil ou une amélioration de notre outil robotique, on le fait en ayant ces objectifs chiffrés en tête, parce que certaines tâches maraîchères n'ont, entre guillemets, aucun intérêt à être robotisées, et il faut faire cette analyse économique en parallèle de l'analyse technique de faisabilité d'un robot pour savoir si oui ou non ça vaut le coup de se lancer dans un projet de développement. En tout cas, c'est la position que nous on adopte en tant qu'acteur économique, ce qui n'est pas forcément celle que peut adopter la recherche, par exemple. Une exploitation néo-farm, en synthèse, qu'est-ce que ça permet? En quoi c'est intéressant pour les acteurs auxquels on s'adresse? Parce que typiquement, les exploitations néo-farm, on les installe
dans des collectivités locales ou chez des agriculteurs qui, par exemple, veulent convertir une partie de leur exploitation en maraîchage. Typiquement, ça permet d'avoir une production locale de produits bio distribués en circuit court, ce qui est un vrai enjeu sociétal aujourd'hui, d'adresser les petites surfaces qui sont en réalité plus faciles à obtenir ou à sécuriser en périphérie des centres urbains. Ça a un impact positif sur les écosystèmes naturels. C'est une activité qui est entièrement gérée par Neofarm, ce qui a un atout considérable quand on parle à une collectivité ou un agriculteur qui n'est pas forcément maraîcher et qui souhaite développer une telle activité maraîchère, mais sans avoir à gérer ce nouveau métier qui est quand même assez complexe. C'est une source de revenus durable, soit pour le propriétaire du foncier, soit pour les exploitants. Et c'est un investissement rentable parce que, bien sûr, comme tout outil industriel, il y a un investissement initial à réaliser. Et cet investissement-là permet de dégager un certain retour qui est tout à fait intéressant. Pour finir cette courte présentation et vous donner un peu d'éléments sur notre solution robotique, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui un porte-outils automatisé dont l'enjeu, c'est de positionner des outils avec une précision de l'ordre du centimètre sur des grandes surfaces de culture. Donc nous, on utilise un portique, un portique 3 axes qui vient s'accrocher sous des serres de production et qui répond à plusieurs enjeux. Un, on ne tasse pas le sol, contrairement à certains outils plus conventionnels, plus traditionnels. Ça permet un positionnement précis. Ça fonctionne de manière complètement autonome, c'est-à-dire que ça réalise des tâches sans supervision humaine. Ça permet d'avoir une grande amplitude de travail. On peut commencer à travailler à 4 heures du matin et finir tard dans la nuit. Et un enjeu, c'est quand même que ça travaille de façon sécurisée avec d'autres opérateurs humains, parce que, comme vous l'avez sans doute compris, on ne robotise pas toutes les tâches maraîchères, et donc il faut bien encadrer les moments où les robots, ou notre robot et le personnel doivent coexister sur une certaine surface de production. Ce robot, en fait, il vient s'équiper d'un certain nombre d'outils spécifiques qui réalisent certaines tâches, typiquement des tâches de préparation du sol avec des motoculteurs, des compacteurs, des râteaux, des roues qui viennent niveler le sol pour préparer des lits de semences, par exemple, de la mise en culture avec des semoirs, des repiqueuses qui permettent de planter des milliers de plants en quelques minutes ou quelques heures, du désherbage, qui est une tâche très chronophage pour le maraîchage, de la récolte, de l'amendement. Tous ces outils-là, on les a développés à chaque fois en ayant en tête est-ce que cet outil va réellement faire gagner du temps aux maraîchers? Et je pense que l'enjeu, on y reviendra sans doute, c'est de développer des robots agricoles qui soient extrêmement robustes. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas avoir besoin d'une équipe d'ingénieurs pour mettre en œuvre le robot agricole. Et c'est sans doute là le grand challenge d'une startup comme nous qui se développe dans l'agriculture, c'est d'aller le plus vite possible sur le terrain pour se rendre compte de toutes les problématiques liées au fait de manipuler du vivant, la terre et les plantes. Ça bouge, c'est assez complexe en réalité, et rendre un système comme ça robuste vis-à-vis de l'interaction homme-machine et vis-à-vis de l'interaction avec l'environnement, c'est un vrai challenge sur la durée. Ensuite, il y a un autre challenge qui est de rendre ces systèmes suffisamment peu coûteux à produire, industrialisables, pour que ça devienne un modèle intéressant à dupliquer. Et enfin, il y a la troisième brique qui est au moins aussi importante, qui est une brique purement logicielle, qui permet de piloter en fait ces robots. Pourquoi? Parce que en fait, dans une exploitation maraîchère, on doit programmer un certain nombre de tâches, ce qu'on appelle la planification, qui peut se faire à l'échelle d'une saison ou à l'échelle d'une journée. Et certaines de ces tâches vont être réalisées par des hommes, d'autres par des systèmes automatisés, des robots. L'action la plus standard que beaucoup de gens connaissent, c'est l'automatisation de l'irrigation. Déclencher une électrovanne qui vient arroser une exploitation, c'est quelque chose d'assez commun. Nous, on pousse ce raisonnement un peu plus loin en déclenchant de l'irrigation notamment, mais aussi en déclenchant un passage de motoculteur sur une planche de culture ou le semis de quelques centaines de pieds de salade sur une planche. C'est ça qu'on fait. Donc, on pourra y revenir, j'espère, mais je vais laisser la parole maintenant à mes deux co-animateurs pour qu'ils puissent présenter aussi leurs activités. Merci beaucoup, Olivier Leblinvaux. Voilà, merci beaucoup, très bien. Alors, on avait juste une question où on peut juste, pour rester dans le vif du sujet, qui est, pouvons-nous aller voir dans votre installation pilote ou prototype, en fait, voilà, c'est une question de Julien Hirondelle. Alors, on fait effectivement, on organise certaines rencontres. Cela dit, on le fait avec parcimonie. Donc, je vous invite à me contacter et puis on pourra voir si on peut organiser ça. D'accord, merci. Alors, on va enchaîner avec donc Stéphane.
Durand. Merci beaucoup. Je sais pas si vous pouvez partager votre écran. Avec plaisir. On a d'autres questions, mais on y répondra tout à l'heure. Voilà. Le partage est bon? C'est parfait, c'est parfait. Bon, merci. En fait, c'est très intéressant de passer après l'exposé d'Olivier parce qu'il a bien fait le lien entre les contraintes des agriculteurs, la rentabilité, la main-d'œuvre, en fait, et des solutions robustes et industrialisables. Donc, en fait, on retrouve finalement, quasiment tous les enjeux de la robotique. Donc, moi, je vais insister sur deux aspects qu'on a mis en avant au niveau de la filière robotique agricole. C'est que pour adresser l'ensemble des challenges, en fait, il faut qu'on ait une diversité des acteurs qu'on a réunis au niveau de l'association et que l'on mutualise également les travaux. Alors, donc, j'anime cette association depuis bientôt 3 ans. L'association a 4 ans et en termes de parcours, moi, j'ai une formation d'ingénieur d'agriculture, une expérience dans le conseil aux agriculteurs, entreprises et puis agriculture de précision. Donc, ce que l'on voit bien, ce que je vous montre là, ce sont les 4 collèges que l'on a réunis. Donc, on va de la recherche à l'industrie. On réunit les industriels, les startups fabricants, mais également les équipementiers qui sont en 3e collège pour arriver aux agriculteurs. Je vois que j'ai un petit souci d'affichage, même un gros souci. Bon, on le résoudra par la suite dans la présentation qu'on vous présentera. On a un collège en fait équipementier avec 24 membres industriels. On a également un collège en fait équipementier, qui sont dans le secteur de l'optique ou de la perception, différents secteurs. Un secteur recherche là, qui n'est pas ressorti, on vous le fera passer en fait. Et également, je ne pense pas qu'on ait le temps de faire des manips à ce niveau-là, hein, Mathilde. Je peux essayer de partager mon écran. Ah oui, c'est une bonne idée, oui. Mais j'ai le même document que vous, en fait. Hein, donc, mais oui. Je peux le faire. D'accord. Si vous souhaitez. Alors, si vous, à ce moment-là… J'arrête le partage, oui. Voilà, arrêtez votre partage. Et moi, je vais aller récupérer votre présentation. Voilà. Alors, bon, mais extra, merci pour le… J'ai la main, par contre, alors, on en était là, je pense. Parfait. Voilà, vous me dites. Oui. Ben, parfait, merci pour le backup. Plaisir. Donc, cette partie, donc collège industriel, là, vous avez l'intégralité des membres. Ensuite, le collège équipementier, que je vous sur la diapositive suivante dont je vous parlais, la recherche, les instituts techniques, l'enseignement, et pour finir, en fait, les utilisateurs agricoles. Alors, un peu d'historique pour revenir à la création de l'association. Il y a 4 ans, elle a été créée par l'Institut de recherche en fait, IRSTEA, en environnement et agriculture, qui a depuis été intégré à l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, et qui s'appelle désormais en fait INRAE. L'ACSEMA, le syndicat des fabricants de machines agricoles, a contribué, a également porté ce projet pour réunir les industriels au niveau de l'association. Et actuellement, en termes de bureaux, on a un investissement fort des membres avec une présidence de la société Kuhn, industrielle internationale qui fabrique des machines agricoles. Et 2 sociétés marnaises, la société Vitibot sur des robots viticoles, la coopérative Ceresia et l'INRAE. Voilà pour
le pilotage de l'association, c'est une association qui repose donc sur l'investissement de ses membres. Pour la manière dont on aborde en fait la question, en fait, on a des axes stratégiques, je vous disais mutualisés. Donc, on a des groupes de travaux qui produisent des connaissances, des méthodes et des solutions technologiques opérationnelles. On a aussi comme objectif de rapprocher les sphères de la R&D du monde académique, des bureaux d'études industrie. Ça se fait également via des groupes de travaux ou alors, en fait, Robagri est le lieu de rencontre en fait, des acteurs qui montent par ailleurs des consortiums publics-privés ou des projets collaboratifs. Je trouve qu'Olivier a bien défini les défis de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a de l'agriculteur, c'est de la transition écologique, de la rentabilité, de la pénibilité du travail et de la disponibilité en termes de main-d'œuvre qui sont des freins importants au niveau de l'agriculture. Et si on peut faire un petit bilan de l'état des lieux en fait, de cette filière, qui est une filière émergente, donc avec des verrous technologiques, Roland on vous en parlera, et soumise à des problématiques d'industrialisation. En fait, la France a une recherche de premier plan en termes de robotique. Elle a aussi une agriculture très puissante. Et enfin, on a la chance d'avoir plusieurs sociétés qui commercialisent déjà des modèles sur le terrain, des robots agricoles, ce qui est extrêmement rare en fait. Au niveau européen, on est les premiers en termes de nombre de robots. Au niveau international, on est très bien placé. À titre d'exemple, donc, on met de côté donc, les robots de traite, les machines, les robots qui sont des installations fixes à ce niveau-là, mais si on prend la partie mobile, avec les cobots qui associent des personnes et des machines automatisées, en fait, plus ou moins, on arrive à 400 machines, en fait, dans le secteur au niveau français. Donc, voilà, sur cette diapositive, nous, la manière dont on a décidé de développer un écosystème favorable, c'était tout d'abord de développer des normes qui assurent la sécurité, donc en partenariat avec Axema et puis le syndicat européen du machinisme agricole. Donc, contribuer en fait au développement des normes qui assurent la sécurité, les normes CE, la directive machine, la partie ISO. Ensuite, la partie transfert de technologie dont je vous parlais, dont on reparlera. Également adresser les attentes des agriculteurs et de la société. Un autre volet, test des performances, parce qu'il faut garantir des performances en fait, aux agriculteurs. Et enfin, un cinquième point, en fait, sur lequel on est en relation très proche en fait, avec les ministères de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie et des Finances, la DGE, c'est la représentation de la filière auprès de l'État, et notamment dans le cadre du plan de relance et d'accélération porté par l'État. Alors, je vais vous montrer dans la diapositive suivante, en fait, les missions qui se recoupent, en fait, un peu plus détaillées. Merci, Mathilde. Voilà, excusez-moi. On a une partie qui vise vraiment à connaître des groupes de travaux qui travaillent ou des groupes préparatoires sur vraiment les besoins des agriculteurs. On a fait une première phase de diagnostic et d'audit par rapport aux besoins. Maintenant, on rentre dans une approche plus détaillée par filière. On a un point, les points 3 et 4, qui sont voilà, en maturation, qui reposent sur la mise en place d'outils logiciels communs de développement, de bibliothèques d'algorithmes. Bon, moi, personnellement, c'est quelque chose en quoi je crois, parce que ce sont des sujets concrets qui peuvent rapprocher, même sur des thématiques très réduites, mais qui peuvent rapprocher en fait l'industrie et la recherche. Donc, ces groupes ROS sont des choses qui, à mon avis, ou autres, en fait, qui peuvent initier ou renforcer le rapprochement. Et c'est un challenge, en fait, dans tous les cas. On a
enfin, là, si on va sur la partie en fait, promotion et dissémination, on participe au Forum international de robotique agricole, hein, qui est organisé à Toulouse chaque année, hein, qui a été initié par la société Naïou à l'époque, et on organise le forum, le colloque comment dire, scientifique. Bon, et rapidement, là, je fais une petite aparté pour vous annoncer le 15 avril, en fait, une journée spéciale de ce forum en ligne. Alors, avant de passer sur la diapositive suivante, je vais faire un focus en fait sur les attentes des agriculteurs et de la société. Bon, bien sûr, il faut démontrer la rentabilité. Et là, actuellement, on a démontré la rentabilité sur des applications de désherbage mécanique, en fait, notamment en maraîchage, en viticulture, en culture de plein champ. On lève les verrous sur le rang, on commence à avoir des choses opérationnelles. Et on va devoir le développer, par exemple, sur de la pulvérisation confinée, qui est quasiment sur le terrain, en fait, en viticulture. Aussi sur de la pulvérisation de précision, avant d'aller sur d'autres tâches qui peuvent être de l'effeuillage sur la viticulture ou de l'épamprage ou de l'éclaircissage, dans des actions localisées sur l'arboriculture et la viticulture. Un deuxième point qui va vous permettre qui permettra, à mon avis, à la société, à l'agriculture de se développer, c'est de coupler en fait agriculture et agriculture de précision. Hein. L'exemple, par exemple, c'est sur les machines, sur les robots de traite, c'est de pouvoir en fait mieux détecter au niveau des trayons, au niveau de la vache, les mammites. Par exemple, lorsqu'on a mis des capteurs associés aux machines à traire. Donc, l'association capteur outils de précision permettra aux agriculteurs et robotique permettra aux agriculteurs de mieux développer la robotique. Bon, je vais passer rapidement parce que je pense qu'on déborde un petit peu là, sur le timing. Là. Je vais essayer de gagner du temps, on pourra revenir à ces sujets. Et si vous voulez, sur la diapositive suivante, c'est pour vous montrer qu'on a fait une étude, l'étude Solrob, en fait, qui a été financée par France Agrimaire. Voilà, merci. Et on a interrogé 40 agriculteurs et on a mis en regard leurs attentes, en fait, sur la diapositive. Donc là, vous avez leurs attentes. Et sur la diapositive suivante, on les a mises en regard avec la maturité technologique des différentes fonctions à mobiliser. Donc, ça fait un état des lieux. Enfin, là, je fais un dernier focus sur la partie virotechnologique. Alors, dans la dernière diapositive, ce qui est important, en fait, c'est que le constat, c'est qu'on a des verrous technologiques au niveau du machinisme agricole et des startups, en fait. On voit c'est une révolution. Donc, on a des compétences qui sont souvent peu ou non présentes chez les acteurs traditionnels. Bon, ça, vu de loin. Vous avez la fusion de données multicapteurs, les doigts de guidage de dynamique à intégrer, de l'apprentissage avec intelligence artificielle, de la vision. Donc, en fait, ça c'est un des enjeux, hein, la compétence qui est extrêmement large. Vous avez aussi la certification des développements informatiques, hein, qui est très ardue, en lien avec la partie normalisation. Alors, nous, ce qu'on propose, en fait, notamment, et on a des échanges, hein, on a fait des propositions à l'État par rapport à ça, c'est d'avoir des approches où on mutualise certains points, en fait, entre les acteurs. Bon, un peu à l'image de l'automobile avec les équipementiers, en fait. Hein, on a la sous-traitance, on a des équipementiers qui sont des sous-traitants et qui ont adressé une partie. Par exemple, on a une proposition, nous, pour en fait, établir un cahier des charges commun, en fait, sur une chaîne de sécurité qui pourrait, en fait, à terme être, hein, donc on est vraiment à moyen terme, hein, être sous-traité à un équipementier. Voilà, on pense que, vu que ça mobilise énormément de ressources au niveau de chaque acteur, c'est des gros défis, on pense qu'on a intérêt à les mutualiser.
Voilà, enfin, il y a différentes actions comme le soutien à des changes technologiques qui permettent de rapprocher les laboratoires et les entreprises, et également des propositions pour mieux aider le développement des prototypes au niveau des startups, puisqu'on peut avoir 5-10 prototypes à mettre sur le terrain, et ça a un coût certain. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Durand. Alors, voilà, je vous demande juste d'arrêter. Ah non, c'est moi, en fait. C'est moi qui ai la main. Tout va bien. Très bien. Voilà, donc, alors, on a d'autres questions. Ne vous inquiétez pas, on va y répondre. Mais compte tenu du timing, on va poursuivre donc avec Monsieur Lenain. Parfait. Est-ce que vous voyez bien le partage? Oui. Parfait. Enchanté. Donc, bonjour, je suis Roland Lenain, donc je suis chercheur à l'INRAE. Et j'ai la chance de diriger des travaux et une équipe sur le volet robotique et mobilité pour l'environnement et l'agriculture. Et du coup, nous, on développe ce côté robotique pour l'environnement parce que, comme Olivier l'a souligné tout à l'heure, aujourd'hui, l'agriculture est confrontée à un paradoxe qui est elle doit réduire l'impact sur l'environnement de ses activités, limiter l'exposition au risque des agriculteurs et des personnes, à la fois l'exposition par rapport aux produits phytosanitaires, donc des risques de long terme par rapport aux troubles musculo-squelettiques, mais également des risques de court terme par rapport aux risques d'accidentologie. Elle doit en même temps garantir un niveau de production important, parce que l'objectif, c'est quand même de nourrir la population mondiale qui est croissante. Et elle est confrontée au problème de l'attractivité des métiers, puisqu'on a déjà parlé, puisqu'on dit qu'on avait des difficultés de plus en plus à trouver de la main-d'œuvre pour effectuer les travaux agricoles. Et du coup, si on regarde les solutions pour essayer de à la fois maintenir les niveaux de production, limiter l'impact sur l'environnement, comme l'a souligné Olivier, il y a plusieurs principes qui existent autour de l'agroécologie, l'agriculture de précision, des nouvelles façons de penser l'agriculture avec l'agriculture urbaine, voilà. Mais toutes nécessitent la mise en place de travaux qui sont de plus en plus précis et qui sont de plus en plus fréquents. Donc là où l'utilisation du glyphosate permettait de passer 2 fois par an et de traiter la totalité du champ pour limiter le temps humain, parce que c'est l'objectif, c'est quand même de limiter le temps humain des opérations agricoles. Et il va falloir passer de façon beaucoup plus régulière pour des travaux qui sont potentiellement répétitifs, pénibles, et pour lequel, du coup, comme on l'a souligné, il y a une main-d'œuvre qui est difficile à trouver parce que c'est des travaux qui ne sont pas forcément intéressants ou pas forcément bien rémunérés. Et donc, nous, on croit que la robotique peut permettre de répondre à ces enjeux-là et de concilier l'ensemble de ces contraintes pour pouvoir trouver une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement et qui permette d'avoir des produits de qualité et de nourrir la planète en quantité suffisante. Et donc, c'est pour ça que la robotique, on s'y intéresse de plus en plus en agriculture. On voit quelques exemples, au-delà de celui de Neofarm qu'a présenté Olivier tout à l'heure. Il y a déjà plusieurs concepts qui existent de machines plus ou moins autonomes, avec un premier concept qui est comme on parle de véhicules autonomes, d'aller vers le tracteur autonome en automatisant de plus en plus les tâches réalisées par un tracteur qui est un porte-outil. Alors là, on ne vient pas modifier encore la façon de penser de l'agriculture, mais juste on essaye d'automatiser. Enfin, quand je dis juste, c'est pas péjoratif parce que c'est déjà un gros travail, il y a déjà pas mal de verrous scientifiques et technologiques à lever, mais on est dans une vision traditionnelle de l'agriculture, donc en automatisant ce que fait un opérateur humain avec un tracteur. Et à l'opposé, on trouve des robots de plus petite taille. Alors là, c'est vraiment des robots, ce pas des tracteurs autonomes, dans le sens où, donc avec l'exemple de technologie du robot guidé, on développe des plateformes autonomes qui n'ont pas de cabine, qui sont vraiment faites pour travailler toutes seules et qui sont là pour réaliser des tâches dédiées et précises. Donc, dans cet exemple-là, on a un véhicule automatisé, enfin autonome, qui marche avec une caméra qui vient détecter les ronds de végétation et tout ce qui n'est pas de la végétation est considéré comme des mauvaises herbes pour faire du désherbage.
Voilà, alors ça implique une certaine structuration aussi de la culture, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir une bonne détection, il faut qu'on ne soit pas trop envahi. Donc ça implique bien qu'il y ait un processus, un itinéraire culturel qui soit pensé avec la robotique, dans le sens où le robot doit passer suffisamment souvent pour pas que l'infestation soit trop importante et que le robot puisse reconnaître les rangées de végétation. Et du coup, ben, ça veut dire que ce robot-là, celui-là est commercialisé en tout cas, ces robots, bah, ils doivent aller de plus en plus vers des fonctions qui sont plus adaptables. C'est-à-dire que là, on a vraiment une tâche qui est dédiée. Et de plus en plus, si on veut pouvoir travailler plus loin en agriculture et adresser l'ensemble des types de cultures, l'ensemble des travaux agricoles à réaliser, il faut qu'on soit de plus en plus vers des robots qui soient polyvalents et qui puissent être utilisés pour faire différents types de tâches et adresser ces différents contextes. Et c'est en ce sens qu'il y a encore des verrous scientifiques persistants, au-delà des verrous technologiques qu'a pointé Stéphane dans sa présentation, sur comment on fait pour appréhender la diversité des contextes. C'est un équivalent d'un véhicule autonome qui s'appelle le Situation Awareness, où l'intérêt, c'est de savoir à quelle situation est confronté le robot pour pouvoir prendre une décision en termes de comportement. On a un gros verrou qui est aussi autant technologique que scientifique au niveau de maintenir l'intégrité et la sûreté de fonctionnement de ces robots-là. Hein. Si on raisonne sur des machines qui sont complètement autonomes, donc qui sont dépourvues d'un contrôle humain direct, et qui doivent intervenir en milieu agricole, donc qui peuvent faire potentiellement plusieurs centaines de kilos, voire plusieurs tonnes, il faut être capable de garantir qu'elles ne vont pas porter préjudice à l'environnement ni à l'intégrité des personnes, et au-delà de ça, qu'elles fassent le travail pour lequel elles sont prévues. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de savoir si on est confronté à un obstacle, mais bien au-delà de ça, savoir si on est dans des conditions qui permettent au robot de rouler dans de bonnes conditions, de faire un bon travail et que le robot soit capable de se rendre compte qu'il est qu'il est en difficulté. Voilà, un autre grand enjeu par rapport à ça, puisque comme on évolue dans des parcelles en agriculture, c'est pas seulement pour se promener tout seul dans un champ, hein, on est bien au-delà du cadre du véhicule autonome, où là il s'agit juste de bouger sur des routes. Et nous, on est là pour travailler en interaction avec la végétation pour faire le travail agricole. Donc, ça veut dire qu'on doit interagir avec le sol et on doit interagir avec la végétation. Et ça pose encore des problèmes en termes de recherche sur comment on fait pour travailler avec des corps qui sont flexibles, à la fois le sol et la végétation. Et un gros enjeu aussi, parce qu'on va voir par la suite que ces robots-là, ils ne sont pas prévus pour travailler tout seuls, on n'est pas là pour retirer complètement l'âme de la boucle. Donc, il y a plusieurs étapes dans l'introduction de la robotique en agriculture. Et puis, il y a aussi la possibilité de mimer le comportement humain. Et donc, il faut que ces robots soient capables de travailler en relation avec des personnes, à la fois directement, puis à la fois indirectement, sur comment les personnes influent sur les processus robotiques et comment ils sont capables de reprendre la main à tout moment, ou de venir dépanner les robots. Parce que ce qui est évident, c'est que malgré tous les progrès qu'on va pouvoir faire en termes d'intelligence artificielle et en termes de perception de commandes, il y a toujours des moments où les situations ne pourraient pas être interprétées par les robots. Et il va falloir qu'ils en réfèrent aux humains. Et donc, l'expertise humaine doit être apportée, que ce soit en direct ou à distance, pour éviter d'avoir personne de se déplacer. Ouais, donc, juste un petit parcours, si on veut que ces robots soient complètement autonomes et qu'ils puissent atteindre les objectifs de l'agroécologie en termes de précision, hein, c'est-à-dire faire des travaux avec différents types de cultures sur un même côté spatial, ça veut dire qu'ils doivent être capables d'assurer un certain nombre de fonctionnalités, donc d'aller de la ferme au champ, une fois qu'ils sont au champ, de pouvoir repérer la végétation pour se référencer par rapport à la végétation, même si on a un GPS, parce que ce qui est intéressant, c'est le travail en interaction avec le végétal. Ils doivent être capables de détecter des obstacles, de les contourner, de suivre des rangs, de suivre des empreintes au sol. Voilà. Et ça implique des comportements qui sont relativement différents. Et pour les illustrer, nous, dans l'équipe Romea, de l'unité TSF, à Clermont-Ferrand, on travaille à développer un certain nombre de ces comportements-là sur différents types de plateformes robotiques, jusqu'au petit robot de 15 kg jusqu'au tracteur automatisable de plusieurs tonnes, où
travaille sur des comportements de suivi de trajectoire par GPS, avec la capacité à prendre en compte les conditions d'adhérence pour pouvoir intervenir à basse, à haute vitesse. On peut aussi venir calculer la vitesse maximale pour garantir un certain nombre de choses sur la stabilité, sur l'intégrité, sur la commandabilité de ces robots-là, parce que c'est des choses qui ne sont pas acquises en milieu naturel. Il se peut très bien qu'on sorte à un moment donné et que le robot, bêtement, il ne puisse pas aller dans ce champ-là, dans ces conditions-là, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'adhérence, parce que c'est trop humide. Et donc, il faut que le robot soit capable de se rendre compte, de se mettre en sécurité, de revenir en lieu sûr. Voilà d'autres travaux sur le suivi de structures avec un lidar, où on a un lidar qui permet de détecter la végétation, on vient positionner avec différents types de modes de locomotion. Là, on a un robot avec 4 roues motrices et directrices indépendantes, venir positionner l'outil de pulvérisation en position et en orientation par rapport à la haie, ici c'est une haie, par rapport à la culture. Voilà, d'autres types d'actions, on parlait de la coopération en robot. Un des intérêts de la robotique, c'est aussi de faire de l'aide logistique où on peut suivre les personnes pour pouvoir assister des opérations manuelles sans en limitant la pénibilité. Donc, comme par exemple en viticulture, où on tient souvent dans les vignes champenoises à ce que la vendange soit faite à la main, mais ça pose le problème de la pénibilité de porter des grappes de raisin. Donc ça, c'est des robots sur la vidéo de gauche qui sont capables de suivre une personne pour pouvoir apporter du matériel et pour pouvoir recueillir ça. Puis après, il y a d'autres fonctions d'automatisation qui permettent de naviguer dans la rangée de vignes et puis revenir au point de déchargement. Voilà. Et après, il faut aussi aller dans des modes qui sont hybrides, dans le sens où il faut qu'on soit capable de naviguer dans le champ, de faire des opérations, de travailler aussi en coopération avec l'homme, dans le sens où l'introduction de la robotique passe aussi par, je pense, une phase où il y a des machines qui peuvent être conduites manuellement et qui peuvent aussi être robotisées en fonction des avancées de la tâche à réaliser, mais aussi des avancées en termes de recherche et de développement. Voilà, donc là, on a l'exemple dans le cadre du laboratoire commun financé par l'ANR TIRA avec la société Sappi-Acré, d'un véhicule agricole électrique qui est capable, par l'intermédiaire d'une porte ROS, de devenir un robot en fonction des tâches qu'on veut réaliser. Et du coup, on développe ensemble un ensemble de comportements qui permet, par exemple, d'assister à la personne pour faire des demi-tours, pour faire du suivi de trajectoire, et qui peut permettre d'être une étape dans l'introduction de la robotique en agriculture. Voilà, donc aujourd'hui... Pardon ? Oui, j'essaie de conclure vite. Allez-y, allez-y. Pas de problème. Ouais, donc aujourd'hui, ça veut dire que pour aller plus loin, il faut apporter au-delà de la navigation autonome ou de l'interaction avec le sol, il faut apporter un élément d'intelligence supplémentaire, de supervision supplémentaire sur le choix, la sélection de ces comportements-là et aussi la paramétrisation. J'en ai pas parlé, mais un élément qui est important, c'est que quelques modifications de un dixième de paramètres de commande, ça peut changer du tout au tout le comportement du robot et faire qu'on a un robot qui fonctionne parfaitement, un robot qui ne fonctionne pas du tout, en fonction de ce contexte-là. Donc, il faut être capable d'avoir des couches supplémentaires de décision, de supervision, qui permettent d'avoir ces réglages autonomes, d'avoir cette sélection entre comportements pour pouvoir réaliser, au-delà du travail réalisé par un seul robot, l'association avec plusieurs robots, ce qui permet d'avoir des véhicules qui passent dans les parcelles avec des poids qui sont relativement réduits pour limiter la compaction des sols, mais qui peuvent faire un travail similaire à une machine de forte puissance. Voilà. Il faut pouvoir mettre en place aussi cette supervision pour que le robot soit capable de détecter les faux potentiels, les erreurs potentielles ou l'absence de capacité à aller plus loin, à avancer, et faire la relation après avec l'humain, notamment si ces robots peuvent être pilotés à distance ou dépannés à distance par un. Et donc ça fait appel à tout un tas de verrous en termes de perception, de commande, d'algorithmes de supervision de haut niveau, d'intelligence artificielle, aussi en termes de garantie de sécurité par rapport à la réglementation. Et donc ces éléments que l'on verse et pour lesquels on milite
pour avancer d'un point de vue collaboratif dans le cadre du projet de l'association Robagri que Stéphane a présenté juste avant, mais aussi dans le cadre de différentes initiatives. Et donc, j'ai la chance de porter un axe robotique terrestre et agricole dans le cadre de l'équipe Explus-T-Rex qui vient d'être acceptée. Voilà, et qui va se mettre en place d'ici quelques semaines, mois maintenant, et dans lequel il y a la réalisation d'un robothérium qui comprend l'acquisition de plusieurs types de robots différents mis à disposition de l'ensemble de la recherche française, et dans lequel l'ensemble des acteurs de la robotique agricole, des labos de recherche en robotique agricole, pourront mettre en place un programme de recherche national qui viendra s'appuyer sur ces robots-là et qui sera ouvert après aux industriels dans le cadre d'une seconde phase qui débutera celle-ci dans 2 ans et qui permettra de porter, de servir d'écran à l'ensemble des développements et permettre après de meilleure mutualisation et un support pour le développement de la filière robotique agricole nationale émergente. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous remercie. Je suis désolé. D'accord. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est parfait. Vous nous voyez tous? Oui, supprimer les mises en évidence. Voilà, très bien, c'est parfait. Merci beaucoup, très intéressant. On va poursuivre donc par cet échange donc avec le public qui a commencé à poser quelques questions. Donc, on a une question de Philippe Leborgne qui est: quel est l'investissement nécessaire pour l'exploitation typique décrite de 2 hectares et quel est le chiffre d'affaires généré pour 2 hectares 50 € présentés par 20 000 mètres carrés égale 1 million d'euros, si c'est bien ça. Oui, tout à fait. Pour Néopharm, c'est une question pour Néopharm. Le lien. L'investissement, il dépend beaucoup. C'est difficile de donner un chiffre comme ça. On a des ordres de grandeur, bien sûr. Il dépend beaucoup de la nature du terrain de départ et des différents modules qu'on souhaite faire, et notamment du rapport entre les surfaces cultivées sous serre et les surfaces cultivées en plein champ, donc sans serre, parce que les serres coûtent pas mal au départ. Mais il faut avoir en tête que c'est de l'ordre d'1 million d'euros. Et effectivement, votre calcul est bon. Si on fait du 20 000 mètres carrés cultivés, on arrive à un chiffre d'affaires théorique d'1 million. Néanmoins, on est sur un rapport entre la surface de la parcelle et la surface de mètres carrés réellement cultivés qui est beaucoup plus faible que ça. Et typiquement, nous, sur 2 hectares, on va réellement cultiver autour de 3 000 mètres carrés. Parce que tout le reste de l'espace est utilisé soit pour les passe-pieds, soit pour les circulations, le stockage des matières ou des surfaces non productives. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Philippe? Oui. On a une deuxième question de Philippe Leborgne. Alors, alors c'est une question pour Robagri particulièrement. Est-ce que le programme de certification annoncé va permettre de proposer un socle commun pour les différents partenaires informatiques qui utiliseront les technologies, ou bien est-ce autre? Vous m'entendez? Oui. Ah, c'est revenu. Voilà, oui, je crois qu'il y a une petite coupure. Vous m'avez entendu? La fin de votre question, Mathilde. Oui, alors attendez, je vais reprendre. Et donc, est-ce que le programme de certification annoncé va permettre de proposer un socle commun pour les différents partenaires informatiques qui utiliseront ces technologies? Ou bien, est-ce qu'il est question d'autre chose, d'un autre programme? Donc là, je vais vous parler en fait des réflexions qui sont menées au niveau européen par le groupe commun Axema en fait Robagri. Et je vois que Guillaume Boquet, là, qui est secrétaire du groupe avec Cédric Séguineau, donc Guillaume Boquet est là, donc il aura peut-être des compléments à faire puisqu'il est secrétaire de cette action au niveau européen. Moi, je peux vous dire que globalement sur la directive machine qui est celle qui s'applique, en fait, il y a une réforme qui est en cours. Et là-dessus, ce qui a émergé, en fait, c'est le fait qu'il y a elle date de 2006,
c'est le fait qu'il y a des nouvelles technologies qui sont présentes. Il y a l'émergence de l'intelligence artificielle, l'IoT, la robotique, qui n'étaient pas prises en compte en fait à l'époque. Donc finalement, toute la difficulté, c'est d'identifier en fait les concepts et les risques indépendamment de la technologie en fait utilisée, parce qu'on sait que la technologie elle évoluera et qu'elle sera en fait qu'elle sera évolutive. Donc par rapport à ça, au niveau d'une directive machine, vous avez, si vous respectez l'analyse de risque actuellement, mais vous êtes a priori dans l'état de l'art, et si vous avez évalué les risques, vous êtes couvert. Il y a quelque chose qui s'appelle l'annexe 5, qui sont des composants qui ont été élaborés par un sous-traitant, un équipementier, qui doivent être certifiés par cet équipementier. Donc, on rentre peut-être dans ce cas-là, quand vous parlez de prestations informatiques, si on est sur des composants spécifiques. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Union européenne en fait, a sorti un document très intéressant qui aborde en fait, les nouvelles technologies et la manière dont on peut aborder les nouvelles technologies. Alors en fait, il y a 2 points qui sont importants. C'est l'obligation de traçage, les rapports de log, en fait, savoir ce qui s'est passé, en fait, forcément. C'est des choses qui vont devoir être, être maintenant, enfin dorénavant, sûrement intégrées. Et le fait d'être à l'état de l'art, en fait, forcément, au niveau de cette démarche. Alors, pour résumer, pour conclure, c'est un peu technique. Disons que la position, et là, Guillaume, je pense qu'il pourra compléter. C'est-à-dire que au niveau des constructeurs, c'est-à-dire que la directive actuelle, en fait, en l'adaptant, si l'on se cale sur tout ce qui est sécurité, en fait, non IA conventionnelle, en fait, doit être respectée. Et ensuite, on devrait, intégrer ces aspects-là, en fait, les différents aspects, peut-être plus au niveau de l'annexe 5. Après, ce qu'il faut dire, c'est c'est un peu complexe, vous me dites. Il y a la norme ISO, la seule norme qui existe, c'est la norme ISO en fait 18497, qui est une norme de type B, donc qui porte sur des éléments spécifiques de sécurité. Et dans ce cas-là, le schéma, en fait, c'est de se dire il y a différentes fonctions en fait autonomes, et elles peuvent être en manuel, en autonome. Et on a aussi, elles peuvent être en manuel ou en automatisé. Et on croise ça en fait avec le degré d'interaction homme-machine. C'est-à-dire que si vous appuyez directement sur un bouton, vous pouvez avoir directement l'outil qui va être activé, donc interaction élevée. Ensuite, vous avez une interaction moyenne. Ça peut être l'outil qui commence par exemple, à aller dans le sol, et puis en fonction de différents paramètres, de différents algos, de la résistivité du sol ou de différentes choses, qui va avoir recours en fait à une partie d'intelligence artificielle. Et puis après, vous pouvez avoir quelque chose complètement automatisé. Donc, l'idée de cette norme actuellement, c'est de rester sur que tous les aspects sécurité soient le plus bordé possible, et que lorsqu'on est en mode autonome, en fait, on est en mode autonome, mais sur des aspects non liés en fait à la sécurité, pour résumer. Très bien. Merci, Monsieur Durand. On a une question de Néopharm, pour Néopharm, pardon. Est-ce que le poids de la structure permettrait éventuellement d'investir les toits des immeubles? Intéressant. C'est une bonne question. En théorie, il n'y a pas de problématique. Même le portique n'est pas extrêmement lourd par rapport à une structure classique de serre, par exemple.
Néanmoins, en fait, la vraie bonne question à se poser, c'est quel type de culture et de production on veut faire sur un toit d'immeuble. Parce qu'au-delà du robot, typiquement, il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants, comme l'apport, par exemple, d'amendements. Quand il faut apporter 30 mètres cubes de compost en haut d'un toit d'immeuble, le coût et la logistique, c'est ça qui détermine le fait que c'est faisable ou pas. On peut toujours mettre un robot, mais ça va vous aider. Mais est-ce que c'est… Enfin, nous, on se pose la question sur une exploitation agricole industrielle, enfin à grande échelle. Ça demande beaucoup de matières potentiellement lourdes ou volumineuses. Et donc, on n'envisage pas, en tout cas pour Neofarm, de le faire sur des toits. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'en périphérie urbaine, il y a de l'espace. Entre guillemets, avant d'aller sur les toits, on aura beaucoup d'autres espaces plus simples d'accès à aller explorer. J'espère que ça répond à votre question. Merci, on va voir si un commentaire. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, voilà, c'est maintenant, en fait. Donc, sinon, voilà, on pourrait… j'ai moi-même une question. En quoi l'écosystème et le gouvernement contribuent ou freinent le développement de la robotique agricole? Est-ce qu'on peut développer un petit peu le sujet? Oui, alors en fait, bon, on a la chance d'avoir l'État, le ministère de l'Agriculture, la DGE, qui sont très attentifs et qui nous soutiennent hein, dans les propositions que l'on fait, bon, qui sont en discussion. Et donc, bon, effectivement, hein, on a une bonne, comment dire, une bonne relation. Nos propositions, j'en ai parlé, en fait, elles visent, par exemple, à mutualiser des méthodologies communes hein, au niveau de la filière. Hein. Elles peuvent aussi viser à soutenir la recherche hein, et à soutenir donc une recherche hein, dont Roland a parlé. Ensuite, sur des TRL un peu plus élevés, soutenir des challenges technologiques. On a eu quelque chose qui a très bien marché récemment, c'est le challenge rose mené par IRSTEA, donc INRAE et LNE, qui visait justement à lever les verrous sur du désherbage de cultures qui sont sur le rang, c'est-à-dire soit sur du maïs, sur de l'oignon, sur de la carotte, sur des choses comme ça. Et là, il y avait différentes équipes qui réunissent des laboratoires et des industriels, des startups, avec différentes technologies. Donc, il y a des gens qui sont passés avec du désherbage mécanique, des gens qui sont passés avec du désherbage localisé, du spot, des gens qui sont passés avec du laser, des gens qui sont passés avec de l'électrique. Et en fait, on réalise que sur 3 ans, en fait, ces techniques sont évaluées au champ. Et donc, nous, on a fait des propositions aussi pour que c'est d'autres challenges technologiques. Hein. On parlait de pulvérisation localisée, mais par exemple sur la vigne ou d'autres secteurs, donc puissent être soutenus par l'État. Ça fait partie de nos demandes et globalement, bon, il y a plusieurs autres aspects, mais on cherche à mutualiser globalement et à aider à la fois la recherche et les industriels, parce qu'on a aussi beaucoup de startups, c'est ce qu'il faut dire, hein, dans le secteur. Et pour mettre au point un proto, ça prend énormément de temps. Olivier le disait, il faut aller sur le terrain le plus vite possible, il faut avoir du retour. Donc, on peut avoir, avant d'aller sur le terrain, je sais pas, on peut avoir facilement, après le premier prototype, mais on peut avoir facilement, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de protos. Et ça peut coûter cher, ça peut coûter jusqu'à 100 000 euros. Donc, une aide de l'État aussi est intéressante à ce niveau-là. D'accord. Et je peux dire, si on peut compléter un petit peu rapidement sur ce point-là, avec un angle start-up, l'État aide beaucoup aujourd'hui. En tout cas, nous, à travers Neofarm et d'autres startups dans l'agriculture issus de notre studio, on est très bien accompagnés, que ce soit à travers des différents programmes de subventions type InnovUp sur les différentes régions, des prêts de BPI ou des accompagnements spécifiques de l'ADEME ou autres. On est plutôt en France très bien accompagnés pour justement dérisquer la phase de prototypage et permettre d'aller faire de l'expérimentation. Donc, bien sûr, on peut toujours sans doute faire améliorer certaines choses, mais je veux dire qu'on a un écosystème qui est plutôt très favorable à l'expérimentation et au développement. Oui, tout à fait.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'ai une question de Philippe Leborgne. Troisième question. Voilà. Même si on est hors de la culture bio, est-ce que RoboAgri pourrait s'adapter à l'hydroponie pour aller sur les toits, par exemple? Alors là, moi, j'ai l'impression que je passerai la balle à Olivier, parce que c'est quand même lui qui est dans le secteur. L'hydroponie, c'est du maraîchage sous serre. Alors, pour le coup, on ne fait pas du tout d'hydroponie. On ne fait pas du tout d'hydroponie parce qu'on fait vraiment que du Ah oui. bio. Ah, d'accord. Et parce qu'en plus, on part d'un principe assez fort en agroécologie qui est que le sol et la biodiversité rendent un certain nombre de services écosystémiques forts. Donc, on cherche à tout prix à ne pas synthétiser du sol ou à artificialiser le sol. C'est sans doute qu'il y a des très belles méthodes qui permettent de le faire, hein. Mais en tout cas, nous, c'est pratiquement orthogonal à notre principe agricole. Peut-être rappeler ce que c'est l'hydroponie pour l'audience. Donc, oui, un substrat, en fait, un substrat minéral de la roche, voilà, d'aine de roche, un truc comme ça, qui a la capacité à retenir le substrat, en fait, les éléments nutritifs. On peut arriver avec du goutte à goutte, hein. En fait, c'est ce qui se fait sur nos grandes productions, hein, sous serre, qu'elles soient françaises, hollandaises, belges. Donc, en fonction de là-dessus, on apporte exactement ce qu'il faut sur un support, en fait, inerte, entre guillemets. Et effectivement, c'est une autre voie d'y arriver. Et on retrouve les mêmes challenges, en fait, que Olivier a décrit. C'est-à-dire qu'il y a la question c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. C'est déjà bien automatisé, en fait, hein, la culture hydroponique, en fait, dans les pays, enfin, même en France, hein. Et donc, il y a effectivement il y a des initiatives qui existent et c'est quelque chose, nous, qu'on aimerait développer, en fait, aussi, parce qu'on pense qu'il n'y a pas encore assez d'industriels qui sont dans le secteur. Et on aimerait bien, quand on parle de dérisquer, nous, on aimerait bien faire des études où on fait l'approche économique qu'on présente aux industriels en leur disant, voilà, les coûts de revient sont à ce niveau-là et pour y arriver, il faudrait investir tant, faire tel type de proto. Voilà. D'accord. Juste pour préciser un peu par rapport à la question, l'objectif de RoboAgri, c'est de structurer une filière robotique. Donc, si dans les adhérents à RoboAgri, il y a des personnes qui ont envie de développer des robots pour pratiquer l'hydroponie, voilà, c'est RoboAgri est ouvert à ça. Donc, après, il peut lui fournir des outils en termes de mise en réseau, en termes de plateformes algorithmiques qui lui permettent de développer cette activité, d'apport aussi par rapport à la réglementation. Voilà, RoboAgri, c'est un écosystème, on n'est pas focalisé sur un type de culture, on est juste là pour structurer une filière émergente qui a besoin à la fois de développement en termes scientifiques, en termes technologiques, en termes normatifs et réglementaires. D'accord, très bien. Parfait. Donc, en fait, on a plusieurs questions. Il me semble que RoboAgri soit unique dans le panorama européen et international. Donc, M. Durand et M. Lemoine pourraient dire un mot par rapport à ça. Autrement dit, la France semble avoir une position de premier rang dans le domaine de la robotique agricole. Est-ce le cas? Roland, je vais te laisser répondre. Oui, c'est un travail collectif aussi. C'est vrai qu'on a été très novateur dans ce domaine-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a exprimé le besoin de travailler collectivement, parce que quand on envoie des robots comme ça, sans supervision directe, ça pose forcément un certain nombre de questions et de verrous. Et c'est vrai qu'on s'est organisé pour qu'on puisse bénéficier d'un socle commun, à la fois base de connaissances et également en termes de retour d'expérience, hein, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail de ce que faisait RoboAgri, mais il y a aussi cette volonté de partager à la fois des datasets pour l'apprentissage, mais aussi des retours d'expérience pour les pratiques
agricole qui prend en compte le volet robotique. Voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on a exprimé en premier ce besoin-là et qu'on s'est organisé comme ça. Mais c'est une initiative après qui est relayée au niveau européen au sein du DIH RoboFood, donc DIH pour Digital Innovation Hub. Donc, c'est un réseau européen qui est financé par la communauté européenne sur le programme H2020 et qui a vocation à structurer l'Europe par l'intermédiaire de relais au niveau de chacun des pays. Et donc, RoboAgri ne porte pas directement le volet français, enfin franco-italien, plus exactement. C'est le CEA qui le fait parce que RoboAgri était trop jeune pour pouvoir le porter. Mais le fait est que RoboAgri est cité en exemple par ce DIH à RoboFood-là comme une structuration intéressante au niveau de chacun des pays. Et après, voilà, on pourrait envisager que le DIH devienne une sorte d'association RoboAgri nationale. Oui, et ce qu'on peut préciser, Roland, c'est que ce DIH, en fait, il y a la moitié des fonds, dans les plusieurs millions d'euros, qui vont directement aux PME, en fait, qui fabricants de robots, qui sont là pour tester des robots et pour qualifier les performances, en fait, des robots. Et de la filière, en fait, on est sur l'agricole, de l'agricole à l'agroalimentaire, en fait. Ça reprend un peu les propositions qui ont été formulées par RoboAgri par rapport au plan de relance. Et effectivement, il y a à la fois l'organisation de challenge, l'organisation d'expérimentation par rapport aux normes à mettre en place pour que les robots, pour vérifier la sécurité des robots dans différentes conditions. Voilà. Et puis l'évaluation aussi agri-environnementale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la question se pose de façon importante sur l'analyse du cycle de vie. Est-ce que l'utilisation des ressources pour fabriquer les robots, c'est rentable d'un point de vue écologique par rapport à le gain qu'ils vont donner en termes d'utilisation de produits phytosanitaires. Voilà. Il faut absolument que l'impact de la robotique sur l'agriculture soit positif et qu'on puisse avoir les moyens de l'évaluer et qu'on puisse aussi montrer à la société que trouver des moyens de produire en respectant l'environnement par intermédiaire de la robotique, c'est un objectif qui est bien atteint et de combien c'est atteint, de pouvoir le chiffrer. Voilà. En plus, ça peut influer sur le comportement des robots et l'organisation des itinéraires culturels par rapport à ça. Et juste, effectivement, ce terme de l'éco-efficience du bilan énergétique, c'est une thématique qu'on est en train d'adresser avant de la finaliser dans un groupe. Elle est très importante. Et il y en a une autre, peut-être, c'est la partie acceptation sociale de la robotique sur laquelle nous, on aimerait travailler, sur laquelle on recherche des partenaires aussi pour monter des projets. D'accord, merci. Alors, on a une question qui est un petit peu sur la même thématique. Ne pourrait-on pas calculer les surfaces à immobiliser, les coûts énergétiques en amont et durant la production, de même les coûts en matériaux plus ou moins rares, le recyclage de tout cela? N'est-on pas en train de poursuivre la course au rendement décroissant en termes énergétiques et matériaux? C'est effectivement, nous, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, même si on n'a pas forcément la prétention d'avoir les moyens d'avoir poussé de façon exhaustive les analyses dans tous les domaines. Mais c'est effectivement une très bonne question à se poser. Est-ce que les matériaux qu'on met en œuvre à la construction, par exemple, d'une exploitation, est-ce qu'ils sont réellement sains pour l'environnement? Pas que quand on les installe sur la parcelle, mais aussi de la façon dont ils ont été produits. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Ou est-ce qu'il y en aura peut-être demain? Et effectivement, quel est leur coût énergétique? Nous, typiquement, on essaie de faire très attention à la consommation énergétique de nos robots, parce qu'il ne s'agit pas quelque part de quitter une agriculture qui repose sur les engrais de synthèse ou la pétrochimie pour se retrouver sur une agriculture qui consomme des mégawatts d'électricité. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, on essaie d'intégrer ça dans le choix, en fait, dans les choix de conception, que ce soit dans les choix de moteur, dans les choix de sobriété, en fait, de la robotique. Il y a souvent des approches qui... Mécaniquement, on a besoin de 4 actionneurs pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, ça veut dire produire 4 moteurs qui vont avoir besoin de maintenance, qui vont consommer beaucoup, qui vont coûter cher. Et en itérant et en réfléchissant un peu, on peut résoudre sans doute certaines choses avec un actionneur, voire même un système mécanique qui n'a pas besoin d'actionneur, qui est beaucoup moins cher, qui est 100% recyclable, qui est plus facile à maintenir, voire même en allant un peu plus loin, en modifiant légèrement, comme le disait Roland, l'itinéraire culturel, la façon dont on entretient une plante ou une planche de culture,
on peut résoudre le problème et faire quelque chose de très simple. Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser très en amont dans la conception pour justement limiter le coût énergétique à la conception, le coût à la maintenance, etc. Et je construis un petit peu sur la suite de la question de Monsieur Dubois sur les surfaces à immobiliser. Vraiment, nous, on essaie d'avoir une approche vraiment assez très inspirée du bio-intensif, c'est-à-dire qu'on cultive très intensément une petite partie de la parcelle, le reste de la parcelle, on ne le laisse pas du tout à l'abandon. Il est là soit pour la circulation minimum nécessaire pour atteindre les cultures, soit pour contribuer à la fertilité naturelle de ces quelques mètres carrés qu'on utilise. Et typiquement, nous, on ne pense pas qu'on puisse cultiver intensément 100% d'une surface, même 50% si on enlève les passe-pieds ou les circulations, sans in fine dégrader la fertilité naturelle du sol, si on ne met pas d'apport extérieur. Et ça, bon, c'est des principes qui peuvent être détaillés, on peut y passer plusieurs heures, mais c'est pour ça en fait que le rapport entre la surface de l'exploitation et la surface cultivée peut paraître si important. Ce qui est important à la fin, c'est est-ce que oui ou non on a agrandé le sol, est-ce qu'on a rendu le sol meilleur, et est-ce que économiquement ça fait du sens. Je voulais dire, c'est assez intéressant parce qu'avec le ratio 3000 m² pour un hectare, en fait, on est à peu près dans la rotation triennale en fait, qu'on avait très longtemps. Exactement. Donc en fait, ça paraît sur le papier on se dit oula, mais on exploite très peu par rapport à une parcelle. Mais en réalité, ce qu'on produit, le tonnage de produits issus de la parcelle est tout à fait excellent. Mais ravi de poursuivre l'échange par d'autres biais, Monsieur Dubois. Tout à fait, oui. Une réflexion très en amont et de fait nécessaire. Donc, c'est la remarque de Michel Dubois. Est-ce qu'on a le temps, vous avez le temps pour une dernière question? Il est 13h45, mais voilà, la négociation. Donc, c'est Michel Dubois également. Ne pas artificialiser le sol, certes, mais ne cultiver que 3000 m² sur 20 000 m² immobilisés. Qu'est-ce que c'est alors? Surtout que ce seront 20 000 m² de bonnes terres agricoles, comme le plateau de Saclay, typiquement. Typiquement, je pense que c'est le point qu'on vient d'adresser. On vient d'évoquer, voilà. J'ai une dernière question. Pensez-vous que la culture indoor puisse devenir intéressante économiquement et écologiquement? Je pense que oui, mais ça dépend énormément des types de culture que vous voulez faire. Typiquement, on voit beaucoup de projets. Moi, je vois quelques projets où quelque part, on recrée le soleil. J'aime bien utiliser cette expression. Recréer le soleil, ça coûte très cher, énergétiquement parlant. Donc, si vous faites des cultures à très forte valeur ajoutée, il y a sans doute des modèles économiques qui s'en dégagent, des aromatiques, des choses qui peuvent se vendre relativement cher à l'unité. Après, je pense que c'est un vrai challenge pour la culture indoor de réussir à trouver un modèle économique. Des solutions techniques, oui, il y en a beaucoup et très belles. Un modèle économique pour de la production d'agriculture qui vont nourrir l'humanité, c'est à mon avis déjà un plus gros challenge. Typiquement, vous voyez des vidéos à l'écran là, très intéressantes. Quand je vois ça, moi, il y a plein de questions qui viennent à moi. C'est tous ces petits bokeh en plastique, typiquement pour chaque salade, est-ce que c'est vraiment une solution d'avenir? Est-ce que la salade qui est vendue moins d'1 euro au prix distributeur, est-ce que vraiment c'est rentable de la faire avec des robots à plusieurs millions? Il y a plein de questions à se poser, de il n'y a pas beaucoup de réponses aujourd'hui, et je pense que c'est bien d'expérimenter, et les solutions vont arriver au fur et à mesure. Est-ce que c'est rentable aussi également, comme disait Olivier, de recréer le soleil? Parce que cet exemple d'Aeronox, qui est une initiative portée par Google, les plantes, elles sont illuminées par des lampes UV, mais la société qui produit ce concept-là disent ouais, mais c'est pas grave parce qu'elles sont réalisées, enfin l'énergie est produite avec des panneaux solaires. Donc, utiliser des panneaux solaires pour alimenter des lampes UV, c'est assez rigolo. Après, le fait d'avoir de l'agriculture en indoor, on pose aussi la question de l'aménagement du territoire. Voilà, parce que l'agriculture n'a pas qu'une vocation à produire des aliments, elle a aussi une vocation à structurer le territoire. Et si tout se fait en intérieur, comment après on gère cette organisation-là? Voilà, c'est une perspective un peu plus longue. En plus, on n'a aucune idée aujourd'hui de la rentabilité à terme, parce que ça dépend de tout un tas d'expérimentations qui n'ont pas encore été faites par rapport à ces nouvelles technologies qui viennent pour épauler l'agriculture et pour faire évoluer l'agriculture. Mais ce ne sera pas la première révolution de l'agriculture.
Voilà, révolution agricole. Ça pourrait être le mot de la fin. On va devoir clôturer malheureusement. Si vous avez de toute façon des questions complémentaires en amont voilà, qui vous viennent voilà, au cours de la journée, n'hésitez pas à me les envoyer et puis je les transmettrai donc à nos trois intervenants. Je vous remercie très vivement d'avoir partagé votre expérience, expertise et témoignages donc avec nous et avec l'audience. Voilà, c'était très intéressant, des sujets à suivre. Et puis, effectivement, je voulais vous informer du Forum international de la robotique agricole, mais Monsieur Stéphane Durand en a parlé, donc c'est le 15 avril, donc, où Rob Agri interviendra donc lors de différentes sessions. Voilà, et moi je vous retrouve donc le mois prochain sur une autre thématique. Je ne vous en dis pas plus, je vous tiens au courant. Le suspense est total. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous l'audience. Merci. Au revoir. Au revoir.